Tanné d'être considéré comme un clic sur les réseaux sociaux? Informe-toi surtout sur lehockey.com. Avec TSLH, t'es pas juste un clic, t'es un lecteur. Tout sur lehockey.com. Tanné de payer ton Internet trop cher? eBox est là pour toi. Avec le code promo PM1736, sauve 25 $ sur ta prochaine facture. ebox.com. Tanné de passer 12 heures à ton barbecue pour faire fumer ta viande? Visite barbenoire.com pour consulter toute la gamme de produits d'ici livrés partout au Québec. barbenoire.com. Tanné des pubs? Abonne-toi au Patreon de TSLH pour des épisodes livrés d'avance, sans pub et pour du contenu espoir exclusif et personnalisé. Patreon.com/TSLH podcast. Bon. Présentation de tout sur lehockey.com. Bienvenue dans ce nouvel épisode du TSLH Podcast. On salue les gens qui sont avec nous au moment de l'enregistrement en direct sur Patreon. Épisode chargé aujourd'hui. On va parler notamment du tournoi Linka Gretzky. Donc, on va présenter certains espoirs à surveiller pour le repêchage 2025, 2026 et 2027. Donc, on a plusieurs joueurs qui nous sont tombés dans l'œil. On va vous donner nos analyses par rapport à ces joueurs-là. Pascal, ça fait un petit bout que tu as regardé le Linka. Moi, je viens juste de le terminer. Je l'ai terminé cet après-midi, fait que c'est quand même frais dans ma mémoire. On a quand même hâte là, de vous parler des espoirs du repêchage 2025. On invite les gens sur Patreon qui sont avec nous à poser vos questions. On va y répondre durant l'épisode. Et pour ceux qui sont avec nous sur Patreon, ceux qui sont avec nous sur YouTube, l'épisode va être déjà sorti. Mais dans un deuxième bloc, on va parler en fait des matchs préparatoires des Canadiens de Montréal, nos impressions sur le rendement des espoirs chez le CH. Pascal, tournoi Linka gagné par le Canada en finale contre la Tchéquie. Médaille de bronze à la Suède dans une finale de bronze contre les États-Unis. As-tu, grosso modo, question générale, as-tu apprécié ce tournoi-là estival? Est-ce que ça donnait un bel avant-goût pour la cohorte 2025 cette année? Oui, je pense que j'ai quand même assez apprécié l'événement. Je m'étais fait une tête avant que ça se produise pour faire mon top 50. Dans le fond, pas mon top 50, mon top 32 préliminaire d'été de 2025. Fait que je m'étais tapé le U17 de novembre l'année passée. Puis j'en connaissais déjà aussi des espoirs. Puis j'ai regardé quelques espoirs aussi par Sports Contract, notre plateforme de scouting. Fait que j'étais arrivé là quand même assez préparé. Je connaissais beaucoup d'espoirs. Fait que tu sais, il n'y a pas de nom dans le fond que je me suis dit il sort du champ gauche, mais je m'attendais pas à ce qu'il soit bon et tout là. Fait que ça a juste permis de regarder un peu la progression par rapport surtout au U18 l'année d'avant. C'est sûr que les États-Unis, c'était pas la même équipe, là. Mais c'est ça. Fait que globalement, j'en sors quand même content. Puis ce qui est le fun, c'est que oui, le Canada était fort, mais il n'y avait pas de
de joueurs générationnels. Ben, oui, McKenna, là, mais il n'y a pas eu de joueurs qui ont été sensationnels dans le tournoi pour dominer la compétition. Fait que ça a été une belle petite parité, là, si on veut, générale dans les grosses équipes. Ton micro. Il commence l'épisode comme ça. Ma plus jeune, elle pleurait, fait que j'ai fermé le micro pour écouter, fait que c'est à cause d'elle. Non. Non, je m'alignais pour dire avant de garder mon micro fermé, malheureusement. T'amènes le nom de Gavin McKenna dans la discussion rapidement, puis j'aimerais ça qu'on en jase immédiatement dans le podcast, Pascal. Moi, personnellement, j'ai pas aimé le tournoi de Gavin McKenna. Puis ça me surprend, en fait, ça m'a surpris de voir l'absence un peu, pas de critique. Je veux pas nécessairement que ce gars-là soit critiqué. C'est dur d'être pas bon quand tu t'appelles Gavin McKenna. C'est pas qu'il a pas été bon. Il a pas répondu aux attentes. On s'attendait à ce qu'il domine ce tournoi-là, littéralement. Et ça n'a pas été le cas. Puis on n'en a pas tant entendu parler, tu sais, sur Twitter, exemple, sur les gens qui suivent les espoirs en profondeur ou en surface, peu importe, les amateurs d'espoir. Tu sais, on a vu des discussions portant sur le Linka, mais pas grand-chose sur Gavin McKenna. Comment tu as trouvé son tournoi à Gavin McKenna? Puis est-ce que je connais un peu la réponse, là, mais est-ce qu'on doit s'inquiéter de sa tenue durant ce tournoi-là? C'est probablement pour ça qu'il n'y a pas eu de critiques ou de quelqu'un qui est sorti des médias pour dire que justement qu'il n'y avait pas eu un bon tournoi. Donc, on devait se poser des questions sur sa sélection au premier rang de 2026. J'ai quand même des espoirs intéressants en 2026 là, pour le top. Là. Mais est-ce que le débat est encore là? Oui, c'est sûr, on est loin. Mais ça demeure lui qui est numéro 1 potentiel. Là. Mais il y a du monde très vocal sur McKenna qui le compare déjà à McDavid au même âge ou The Next One, c'est lui. Là. Mais dans ce tournoi-là, si on se vit seulement sur ce tournoi-là, non. Mais pour ce genre d'espoir-là, il faut regarder l'ensemble de l'œuvre, la progression et tout. Puis, veut pas, cette année c'est important, oui, mais c'est l'année prochaine que c'est vraiment là qu'il faut l'évaluer plus. Puis ce tournoi-là, pour lui, ça demeure quand même, c'est pas facile, mais c'est quasiment juste un camp d'entraînement là, pour sa saison, pour débuter son été pour la saison. Continuer son été pour la saison, je veux pas, c'est en nous. Parce que on le sait déjà que de la place qu'il va avoir dans nos évaluations dans 2 ans. Là. Fait que, pour lui, je sais pas comment il a abordé ce tournoi-là, mais j'avais pas l'impression que c'était si éclatant que ça. Au U18, il était là, au U17 aussi l'année d'avant, puis il était incroyable au U17. Il domine tout le temps. Fait qu'est-ce qu'il a pris de temps au sérieux, ce tournoi-là? On peut se poser la question, mais le Canada n'a pas eu besoin d'un Gavin McKenna qui fait son McDavid sur la glace. Il n'a pas eu besoin de ça. Est-ce qu'il y aurait besoin de McKenna qui joue sur 200 pieds? Peut-être, mais il est vraiment allé dans la finesse. Ça fonctionnait pas nécessairement. La chimie n'était pas là. Il travaillait pas nécessairement bien sur la patinoire pour travailler en unité. Je pense que c'est ça qui nuit beaucoup. Des fois, il voulait trop en faire tout ça justement pour se remettre dedans. Puis ça fonctionnait pas tant que ça. Fait que décevant, oui. Inquiétant, non, du tout. Je pense pas qu'il y ait personne qui va avoir... à part un site qui veut vraiment flasher, je pense pas qu'il faut vraiment se gratter la tête sur sa performance. Non, exact. T'sais, moi, j'ai été déçu par rapport aux attentes. Ouais. C'est rien contre son statut de meilleur joueur pour 2026, loin de là. Mais c'est ça. Ça a été décevant de voir que très souvent, conservait la rondelle trop longtemps, il allait beaucoup de finesse. T'sais, il n'a pas perdu nécessairement son style de jeu. Là. En contrôle de rondelle, il était très explosif encore. Ça fonctionnait juste pas. D'un autre côté, le Canada, je trouve qu'ils ont quand même bien joué en équipe et tout. Fait que ça l'a vraiment pas paru. Il n'a pas nuit à l'équipe. C'est juste que, outre les statistiques, là, je pense qu'il y a 5 points en 5 matchs. Là. Fait que, honnêtement, je me serais attendu au double. Au double, oui. Puis au triple. Je m'attendais à ce qu'il domine complètement la colonne des points. Ça n'a pas été le cas, mais sur la patinoire aussi. Je trouvais qu'il essayait d'en faire trop. Il n'y avait pas besoin de faire ça. Il y avait tellement de profondeur au centre. Là. Il y avait d'excellents centres qui jouaient aussi aux ailes. Fait bref, au centre, puis comme à l'attaque, en général, il y avait vraiment des bons joueurs. Fait que, des bons joueurs.
j'ai trouvé que, mettons, avec un Cole Reshny, ça fonctionnait quand même bien. On en viendra plus en profondeur sur les espoirs, Oui. mais Cole Reshny, je trouvais que c'était un joueur qui était suffisamment intelligent pour suivre des gars comme McKenna et tout. Oui. Mais le fit avec Cameron Schmidt, c'était pas bon. Là. Pour McKenna, je trouvais que c'était pas bon. Là. Honnêtement, je trouvais que Caleb Desnoyers était une meilleur fit pour eux autres. On reviendra après à Desnoyers, évidemment, mais je trouve que Gavin McKenna avec Schmidt, c'était deux gars quand même électrisants. Schmidt est capable de faire des bonnes montées, utiliser ses mains et sa vitesse pour battre les défenseurs. Mais c'est ça, c'était deux gars qui conservaient la rondelle, je trouvais, trop longtemps. Fait que ça faisait que les jeux avortaient ou ça finissait par un tir dans baie vitrée ou quelque chose comme ça. Ben, tu sais, la façon qu'ils ont fait les trios, direct en startant, c'était différent un peu du 17. Puis oui, j'en reviens beaucoup à ça, mais sérieusement, ce tournoi-là était vraiment, vraiment, vraiment bon. Quand Desnoyers avec Guité, puis Reshny avec McKenna, ça avait été incroyable, la performance. Puis t'avais Schmid, sa troisième, des fois sa première, sa deuxième, puis ça fonctionnait bien. Mais là, de starter direct avec Schmid, avec McKenna, puis l'autre, voyons, c'est quoi son nom? Un peu plus grinder, là. En tout cas, bref, ça n'a pas fonctionné beaucoup. J'aurais aimé ça, mettons, que Jake O'Brien soit là. En tout cas, bref, j'ai pas nécessairement. Direct en startant, les trios, je trouvais pas que ça fitait. Puis c'est exactement ce que tu as observé aussi dans le tournoi. Ils ont fini par modifier un peu les choses. Il y en a qui s'est blessé, là. Fait que ça a bien fait de modifier un petit peu. Mais l'équipe était tellement forte et profonde, la défensive aussi, que ils n'ont pas vraiment senti le tournoi. Là. Non, c'est ça. Ça pas changé grand-chose dans le cas de McKenna, mais pour Cameron Schmidt, ça a beaucoup aidé quand il a été jumelé à Desnoyers sur son trio. Desnoyers faisait beaucoup sa patinoire, puis Schmidt profitait de cet espace-là pour y aller justement de son contrôle de rondelle. Alors que quand il était jumelé à McKenna, ben, c'était McKenna qui faisait ça sur le trio. Fait que Schmidt devenait un peu, pas irrelevant, mais il était un petit peu inutile par moment sur ce trio-là, je trouvais. Là. Ouais, ça, c'est pas le mettre dans une position, parce que c'était doubler un peu le rôle. T'sais, c'est deux styles pas semblables, mais Cameron Schmid adore avoir la rondelle. Moi, je le compare beaucoup à Logan Stankoven, dans le sens que c'est des deux petits joueurs qui ont quand même un peu de chien. C'est sûr que Stankoven était plus fort au même âge. Plus rapide, peut-être pas nécessairement plus rapide, mais plus de chien un petit peu, mais Schmid est capable quand même. Mais dans leur style, je trouve qu'ils se ressemblent un petit peu. Puis, ben, McKenna avec Schmid, comme tu as dit, ça fonctionnait vraiment juste pas les deux de par leur profil, de par leur façon de jouer sur la glace. Puis Schmid avec Desnoyers, ça a été tout de suite que ça a bien fait. Là. Donc, moi Schmid, je l'apprécie quand même beaucoup parce que je trouve qu'à haute vitesse, il y a vraiment une des meilleures paires de mains qu'il y a à cet âge-là de ce que j'ai vu, en tout cas, dans la saison de l'année passée. J'ai hâte de voir cette année. Fait que c'est un espoir que j'apprécie malgré sa petite taille. Pour conclure avec McKenna, on en parlait avec Simon Servant après-midi, puis il n'y a aucune panique à y avoir. Là. McKenna va remplir la feuille de pointage cette année dans la WHL. Puis, il va possiblement être du championnat mondial junior, comme Simon nous le disait. Fait que, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. C'est juste un petit peu décevant de voir qu'il n'a peut-être pas performé à la hauteur de nos attentes dans le tournoi Linka. Puis, ben, c'est pas plus grave que ça. Ce qui m'a surpris quand même, c'est que les joueurs exceptionnels, habituellement, les attentes sont tellement élevées que souvent, quand ils répondent pas aux attentes, rapidement, on remet en question un peu leur statut, on remet en question leur capacité de performer dans les bons moments. Puis, je fais référence à des Shane Wright, mais ça a été pas mal tous les joueurs exceptionnels. Connor Bedard aussi. Connor Bedard, en startant la saison, tu as certains anciens recruteurs des Canadiens de Montréal qui disaient qu'en startant, ils disent mais c'est pas sûr qu'il soit le premier. Il faut s'attendre à blablabla. Lui, il est bon. C'est pas sûr que. Ah, c'est ça, exact. Ouais, c'est ça. c'est comme dire qu'à ce stade-ci du repêchage 2026, Ivar Stenberg va battre McKenna pour le premier rang. C'est comme si on disait ça. Si on se fie sur le tournoi Linka, ce serait ça. Mais
On s'entend que c'est le body of work, c'est toute l'analyse Ben depuis des années qui va rentrer en ligne de compte. Puis, faut pas s'inquiéter par rapport à McKenna, je pense. Puis les hot takes, il faut tout le temps prendre puis en laisser. Il y en a Exact. qui mettent des factures très tôt pour pouvoir les en sortir plus loin, même s'ils sont clueless. Faut toujours faire attention à ça. Yes, on a parlé de Caleb Desnoyers. Puis, honnêtement, je pense pas exagérer en disant que c'était le meilleur joueur du Canada pour le Linka. Meilleur Vraiment attaquant, pas. assurément, oui. Il était C'est incroyable. les joueurs de la LHJMQ en général, j'ai vraiment aimé leur tournoi. C'est quand même prometteur pour la Ouais. saison qui s'en vient. Et il y a des espoirs de la LHJMQ qui n'étaient pas au Linka nécessairement, qui se sont quand même illustrés. Parlons d'abord des joueurs de la LHJMQ pour le Canada, mais il y en a aussi dans les autres formations. Pascal, Caleb Desnoyers. Je lance la question, on en jase. Est-ce que tu crois qu'avec la façon qu'il a joué avec l'équipe canadienne au Linka, on pourrait potentiellement le voir dans un top 10 du repêchage 2025 à ce stade-ci, là, présentement? C'est sûr qu'il est dans la conversation, c'est sûr et certain, parce que c'est ce que je disais, je pense, dans mon vidéo de top 32 préliminaire. La définition de Caleb Desnoyers, c'est un joueur de hockey. C'est vraiment ça, c'est un joueur de hockey qui joue la game. Il fait tout bien, son patin. Oui, il faut qu'il travaille sur son patin, là. Il y a ça, là, qui pour vraiment aller au prochain niveau, mais dans le junior, c'est pas un problème, ça leur tient pas, parce qu'il est physique, il va dans les zones payantes, et il est tannant dans sa zone, il a une bonne couverture, il a des bonnes lectures aussi, il a une bonne anticipation, son tir, il le décoche très, très, très rapidement, il est dangereux, mais j'apprécie beaucoup sa façon de fabriquer des jeux aussi. Il y a absolument tout. Est-ce que tout est élite? Non, mais l'intelligence est vraiment là. Il comprend ce qu'il faut, puis il a un bon timing. Fait que c'est à cause de ça, le plafond demeure quand même assez élevé, le plancher hyper haut aussi. Fait que le risque n'est pas là. Fait que de le projeter déjà là dans le top 10, il est assurément dans la discussion. C'est un choix sûr. Fait que, tu sais, c'est top 15, top 10, top 5, je ne pense pas, là. Mais top 10, sérieusement, en ce moment, je vois pas de problème. J'ai adoré la polyvalence et le coffre à outils complet qu'il nous a montré au Linka. Ouais. C'est un joueur qui est capable de fournir de l'offensive. On le sait, on l'a vu dans la GMQ l'année passée. Mais là, au Linka, il y avait cette touche rugueuse, les coups d'épaule. Il faisait beaucoup, beaucoup sur la patinoire, sur 200 pieds. C'est un gars que tu peux promener d'un trio à l'autre. Je le disais tantôt, mais dans sa façon de jouer, a bénéficié à Cameron Schmidt pour créer de l'espace à la patinoire. Il a Émile Guité, tu sais, c'est ça. Puis il y a Émile Guité qui pouvait se servir de son tir également. Fait que, tu sais, Desnoyers était de toutes les attaques. On le voyait souvent aussi en fond de territoire là, pour aller chercher des rondelles. Tu sais, honnêtement, dans le jeu, en général, là, le jeu complet là, de Caleb Desnoyers, j'ai strictement rien à dire. C'est la constance. Chiffre après chiffre. Là. Exactement. Ça a été constant là, tout le tournoi. Tout le tournoi. Fait que, tu sais, il a vraiment élevé sa valeur, je trouve, avec ce tournoi-là. C'est sûr qu'il ne faut pas toujours, il faut pas s'emballer sur un tournoi. Il y en a toujours qui vont faire ça. Fait que, est-ce qu'on s'emballe en parlant de lui comme un top 10? Je demeure quand même prudent, mais effectivement, il a gagné des arguments avec ce tournoi-là, assurément. Puis tu sais, oui, faut pas, c'est pas un hot take nécessairement tant que ça. C'est pas un reach de le projeter. T'sais, si on disait d'un joueur comme, mettons, Charbonneau, je pense, Carbonneau, parce que lui, là, vous savez c'est qui je parle, là, de l'Armada, que tu mets top 10, là, ok, tu mets top 10, puis il y a eu une bonne saison l'année passée. Mais son style, c'est ça. Il n'a pas joué de Linka. Fait que là, tu peux te poser des questions. Mais tu sais, lui, tu l'as vu au Linka, il a dominé. Avec son équipe au Sénat GMQ, ça a été une très bonne saison l'année passée. Il y a plusieurs trucs qui font en sorte qu'il donne des arguments, des données. Puis il y en a d'autres que tu en as moins des données. Fait que je pense pas que c'est si... c'est pas nécessairement s'emballer, c'est juste le body of work, comme tu as dit. Là, c'est tout ce qu'il fait depuis un an, au moins un an. Puis même avant ça, avec la GMQ a été drafté premier, c'est nous prouver que c'est un espoir de très haut niveau. Fait que,
enfin. Les 2 dernières saisons. Tu sais, moi, c'est pas des cohortes que j'ai détesté la JMQ parce que Thomas Lavoie, je l'ai adoré. Après ça, Ethan Gauthier aussi. C'est du monde que j'apprécie beaucoup, que j'ai classé assez haut. Mais ça manquait de star power. Puis là, on en a au moins 2 qui sont potentiels top 20, voire top 15, top 10. Fait que c'est le fun. Puis, tu sais, on peut remonter à plus. Tu sais, mettons, Nathan Gaucher, je sais que je l'avais coté haut, mais tu sais, j'étais toujours réaliste en disant que je le cotais haut pour la certitude que je voyais de jouer chez les professionnels dans la Ligue nationale, pour son package complet et tout. Mais, tu sais, en Caleb Desnoyers, en Alex Ouhang aussi, puis en Émile Guité, tu sais, on a un step de plus, je trouve. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, ce que j'ai aimé de Caleb Desnoyers dans ce tournoi-là, tu sais, on parlait de constance, mais tu sais, quand tu joues contre les équipes faibles, des fois, les joueurs dynamiques de fantasy, les joueurs flashy, vont amasser beaucoup de points. Puis on en viendra à... J'ai Adam Beniak dans la tête en faisant allusion à ça. Mais Caleb Desnoyers a joué exactement la même game, peu importe qui était contre le Canada. Pas de raccourci. Exactement. Il n'est pas tombé dans Fantasy. Il a maintenu son style de jeu tout le long du tournoi. C'était le genre de gars qui rentrait en vitesse dans la zone ennemie. Puis si, mettons, la pression était trop forte, lançait la rondelle dans le fond. Puis c'était lui qui allait la chercher. Il se battait pour la rondelle. Il faisait un excellent échec avant. Fait que ça, c'était contre n'importe quelle équipe. Que ce soit contre la Suède, contre la Tchéquie, contre la Suisse, contre l'Allemagne. Caleb Desnoyers a été hyper constant dans ce tournoi-là. Puis, tu sais, à l'année de Andrew Crystal, je me semble que c'est dans la Linka, on voyait que contre les clubs faibles, il gardait la rondelle trop longtemps. Il tirait mettons, un 5 contre 4, il a gardé trop longtemps, il voulait pas faire les passes qu'il fallait pour faire bouger la rondelle. C'est vraiment, tu voyais qu'il voyait les autres accumuler des points, lui pas assez, puis qu'il voulait forcer les jeux pour accumuler des points. T'sais, à part ça, il n'y a rien d'autre qui explique son comportement sur la glace. Ça fait partie de l'évaluation du joueur, puis de la maturité, puis le jeu dans l'équipe. Puis Desnoyers, ben, il est élite là-dedans. S'il y avait une compétence, jouer une équipe, puis faire ce qu'il faut que tu fasses, ce serait On a une bonne question de Charles Damian, qu'on salue d'ailleurs. Notre mon boy du Patreon, ouais, Charles. Un grand merci pour ton support. On parlait tout à l'heure de Justin Carbonneau de l'Armada. Est-ce qu'il vient brouiller les cartes avec Desnoyers et Guité en rentrant dans les discussions, peut-être pour le top 32? Ben, il y en a 5 qui viennent brouiller les discussions avec Wang, avec Zonon, Guité, Desnoyers, puis lui. Je te dirais que les arguments sont là pour qu'il passe Guité, mais on a plus d'infos sur Guité. Fait que c'est pour ça que moi, je l'ai plus haut. Puis Carbonneau, je l'avais moins vu l'année passée. C'est pour ça qu'il n'avait pas été dans mon top 32, mais il est dans ma liste de gars. Il faut absolument que j'aie plus d'infos sur lui. Je sais qu'il y a un bon gabarit, premièrement, puis il y a énormément de skills offensivement. Donc, oui, il est dans la discussion, peut-être pas pour Desnoyers, mais peut-être pour Guité, si jamais cette année, il travaille sur l'ensemble de son jeu défensivement et tout, parce que Guité, il a quand même des points d'interrogation sur quelques aspects de son jeu, mais il en montre des fois, de temps en temps, du two-way, fait que là, de temps en temps, on le voit, là, fait que ça va être le fun de voir les débats sur ces deux-là. Enfin, des débats impliquant la GMQ. Tu sais. Oui, exact. C'est pas des débats de troisième round. C'est ça, exactement. Justin Poirier, qui repêchait trop loin de phénomène, ça va être des débats tôt dans le repêchage. Fait que c'est le fun. Exact. On a parlé d'Émile Guité, Pascal. Je sais que tu l'as vu beaucoup. Oui. On va parler également d'Alex Ouhang, les joueurs des Saguenayens de Chicoutimi. Émile Guité, est-ce que tu as aimé son tournoi? Est-ce que tu trouves que il a peut-être pas assez marqué pas de points sur la feuille de pointage, mais de points dans son jeu en général sur la patinoire? Ben, l'année passée, j'en avais parlé un peu de lui, là, dans le fond, que début de la saison, écoute, ça allait trop vite pour lui. Son impact était un peu éparpillé, puis ça allait pas bien. Il est allé dans ce tournoi-là, le U17, puis
quand il a dominé avec Khaled Desnoyers, puis quand il est revenu, ça a été complètement un autre joueur. Là, dans le tournoi, tu vois qu'il y avait un peu de rouille. Ça a quand même bien été pour son tir, mais on voyait qu'il forçait un peu trop avec le tir, justement. Mais il était tellement dangereux, puis le monde respecte son tir, que ça a quand même permis d'ouvrir le jeu offensivement, je trouve. Mais oui, il va falloir qu'avec les Sags, j'ai pas encore écouté de match des Sags, j'y vais demain sur place. Donc, j'ai hâte de voir justement son début de saison très bientôt. Puis c'est ça, c'est exactement sur ça qu'il va falloir qu'il travaille. C'est pas juste un shot. C'est le nerf de la guerre pour beaucoup de marqueurs de but. Puis il était repêché comme un gars assez complet, intense et tout. Là, ce qu'on voit en ce moment, c'est un tir. Là, faut qu'il y ait d'autres choses. Il faut absolument qu'il amène d'autres choses pour qu'il demeure dans la conversation pour le top 20. Sinon, c'est sûr qu'il y en a d'autres qui vont essouffler dans le cul. Dans la queue. Coupe ça au montage. Non, mais je trouvais l'expression bonne parce qu'effectivement, ça va y pousser dans le cul pour le top 32. Là. Dans le coup mais, exactement. Non, mais je suis d'accord avec ce que tu dis pour les lancer, honnêtement. Puis je me l'ai noté. Là, moi, je m'étais noté beaucoup de lancers sur le gardien, puis son tir est trop prévisible. Pas de changement d'angle, un loading, dans le fond, un élan trop évident et trop long aussi, je trouvais, par moment. Surtout en avantage numérique. J'aurais aimé qu'il soit plus créatif sur le côté droit plutôt que de toujours utiliser son tir sur réception. T'sais, une petite feinte, puis repasser à la pointe à Matthew Schaefer de temps en temps. C'est pas comme si Matthew Schaefer était pas bon. Là. D'après moi, tu peux lui permettre d'y passer à la rondelle. Oui. Puis le pire, c'est qu'il est capable. C'est ça qui est dans le tournoi. Il l'a pas démontré, mais il est capable d'utiliser sa réputation, dans le fond. Puis il l'a pas fait pendant tout. C'était comme il shot tout le temps. Arrête de shotter pour rien. Ton option de tir n'était pas bonne. Change l'option ou passe là, ou bouge. Mais c'est ça. C'était la version de Guité. Il m'a pas déçu, il m'a pas impressionné. Il a été juste un joueur de hockey normal qui a un bon shot, mais qui réussit pas nécessairement à remplir les attentes. Mais je m'en fais pas. J'ai pas aimé non plus, dans le cas de Guité, ses réactions avec la rondelle par moment. Il y avait la rondelle, la pression arrivait sur lui, laissait la rondelle de côté, absorbait la mise en échec. C'est correct, là, mais tu sais, il y a beaucoup de pertes de possession qui se sont résultées de ça, puis ça créait des revirements. Fait que j'ai pas... Il y a quand même un bon gabarit, Émile Guité. Fait que, tu sais, c'est correct d'absorber des mises en échec, mais protège la rondelle, va t'accoter sur le bord de la bande au pire, puis crée une bataille pour la rondelle plutôt que de l'abandonner, puis d'absorber une mise en échec alors que t'es pas dans un endroit sécuritaire pour faire ça. Puis là, ben, la pression arrive, puis finalement, c'est ça, tu perds la rondelle. T'sais. Fait que j'ai moins aimé ça. On dirait que des fois, ça arrivait vite un peu. Là. Puis il y a deux exemples, avec Desnoyers et Maxime Massé, il y a deux exemples de joueurs qui sont excellents pour protéger la rondelle avec leur corps. Fait qu'il peut s'inspirer des deux. T'sais. Desnoyers, c'était son coéquipier Canada, et avec son équipe dans les mineurs, dans le Jet 3A. Puis avec Massé, avec les Saguenayens, c'est sûr qu'il va pouvoir s'inspirer de ça. Là. Yes. Son coéquipier d'ailleurs des Sags, Alex Ouhang, de défenseur droitier, jouait avec Matthew Schaefer. Bonne petite paire de défense, honnêtement, pour le Canada. J'ai pas haï, tu sais, Ouhang, on l'a vu l'année passée avec Chicoutimi, genre de défenseur très mobile qui fait bouger la rondelle. Et c'est drôle, mais j'ai aimé beaucoup son jeu sans la rondelle, moi, dans le Linka. Ouais, puis c'est quelque chose qu'on voyait au début de la saison de l'année passée avec les Sags, c'est-à-dire que oui, mobile, oui, il couvre oui, mobile, puis capable de sortir la puck, mais il a mangé un peu trop. Mais là, dans le Linka, on a vu vraiment l'aspect, OK, là, il y a Schaefer avec lui, Schaefer qui est un top 5 quasiment assuré au repêchage, qui a un talent élite dans tous les aspects du hockey. Ben, je vais m'occuper de l'aspect défensif, puis il a été excellent. Un excellent bâton, suit n'importe qui, pas capable de le déborder. Avec la force, s'il prend un pouce de plus, c'est un gars de 6 pieds, il n'y a pas de problème, il n'y a pas nécessairement de problème de gabarit avec lui. Là. Ben, tu sais, il est très bon pour, mettons, pas se faire déborder, puis tout, puis suivre les joueurs, puis ça, c'est vraiment une bonne note à son dossier. Fait que, on va observer ça très, le mot que je cherche, là. Pas précisément, mais toute la saison, peut-être. Aïe, je vais me virer un ongle. Bref. Fait que, ouais, je vais l'avoir toute la saison d'en face. Là, fait que j'ai peut-être été critique un peu envers lui pour pas l'avoir mis dans mon top 32. Je l'ai dit, mais il est pas loin. Là. Mais il y a certaines affaires
égoïste dans son jeu qui me gossait avec les Saguenayens, puis qui a teinté un peu mon évaluation. C'est-à-dire qu'au début de la saison, il gardait beaucoup la rondelle, la passait pas, alors que c'était évident sur certains jeux. Puis il n'y a personne qui a passé en avantage numérique. Ça, je l'ai déjà dit sur le podcast, là, mais ça fait que ça me titillait, le genre, y a-t-il un conflit dans l'équipe? Mais vers la fin de l'année, c'était correct. Là. Et certaines affaires que je me posais des questions. Mais tu sais, ça va être intéressant à suivre, justement. Moi, je pense qu'il y a un peu de maturité là-dedans. Tu sais. Ah oui. T'arrives nouvellement avec les Sags, une jeune équipe, tu veux te faire remarquer et tout. Puis là, surprenamment, Wang joue de façon plus complète, alors qu'il joue avec un des meilleurs défenseurs du repêchage 2024. Cette pression-là d'être le meilleur défenseur sur la patinoire, il ne l'avait pas. Ouais. La pression de devoir relancer l'attaque à tout moment, de tout faire offensivement, il ne l'avait pas non plus. Puis, il s'est démarqué. Fait que ça, ce petit gain-là en maturité, j'ai hâte de voir comment il va apporter ça dans la GMQ cette année au sein de la ligne bleue des Sags. Puis, tu sais, moi, j'ai trouvé que il a marqué un Christy de beau but là, en sortant du banc des punitions là, avec un tir des poignets directement au-dessus de l'épaule du gardien. Puis c'était contre les Américains, je pense. Puis, mais tu sais, je voyais le Houang offensif qu'on a vu l'année passée. Mais mes notes portent beaucoup sur sa façon de fermer les couloirs d'attaque, fermer le centre, amener les adversaires vers les coins de patinoire. C'est vraiment les choses que j'ai le plus notées, puis je ne m'attendais pas nécessairement à noter ces choses-là, particulièrement dans le jeu de Wang. Fait que je suis vraiment satisfait de son tournoi. La saison est quand même bien commencée pour lui, je trouve. Ouais, il y a du monde qui m'avait parlé justement que c'était un gars avec un très bon IQ en général. Dans le fond, c'est un gars très intelligent qui comprend la game vraiment bien, puis la lecture aussi. Fait qu'il comprend les déploiements, les stratégies. Fait que il utilise son temps de réaction rapide, puis son patin pour l'utiliser à son avantage. Fait que c'est juste de bon augure pour la suite. Je pense qu'on va voir beaucoup de recruteurs encore cette année au centre Georges Vézina. Autre joueur de la LHJMQ pour le Canada, mais qui avait un rôle de soutien un petit peu plus effacé, c'était Liam Kilfoyle. T'as-tu remarqué des choses en particulier de lui, Pascal? Ben, c'est l'intensité surtout, mais il n'y avait pas beaucoup de temps de jeu. Puis il y a eu certaines attaques au filet que j'ai pas détestées de Kilfoyle. Mais c'est pas nécessairement quelqu'un que j'ai noté beaucoup de trucs sur lui. C'était vraiment plus quelqu'un de profondeur, avec certaines présences qui mêlent un peu les lignes parce qu'il y a eu un avantage numérique ou un désavantage là, que j'ai pas détesté. Mais il y a d'autres joueurs de profondeur qui ont attiré un peu plus mon attention par rapport à lui. Fait que je peux pas t'en parler à fond, mettons, pour être bien honnête avec toi. Là, c'est pas quelqu'un que je ferais un profil aujourd'hui, mettons, ou un rapport d'observation. Parce que justement, oui, des flashs, c'est beau, mais pour vraiment en faire un, il faut qu'à chaque match que tu as écouté, tu sois capable de dire comment il a joué. Puis là, j'étais pas capable. Alright, tournons-nous vers la Slovaquie parce qu'il y a un joueur qui était d'intérêt du côté de la Slovaquie, puis qui joue pour les Remparts de Québec cette année, et c'est Andreas Straka. J'ai fait un rapport d'observation, un scouting report pour le site avant le début de la saison des Remparts, parce que je vais quand même suivre beaucoup les Remparts cette année. L'année passée, je ne l'ai pas fait parce que c'était comme en début de cycle. C'était pas nécessairement des joueurs à voir pour le repêchage annuel. Cette année, il y a Straka. Pour l'année prochaine, il y a Maddox Dagenet. Il y a aussi Louis-Antoine Dano, le gardien de but format géant des Remparts pour cette année. Fait que je vais être beaucoup plus au fait de ce qui se passe chez les Remparts. Andreas Straka, comment t'as trouvé? On parlait justement de joueurs de soutien, si on veut, mais je pense qu'il peut porter cette étiquette-là, mais un peu plus de couleur dorée, si on veut. Ouais. Ben, je pense qu'il y a le profil pour qu'on l'aime beaucoup au TSLH Espoir, ce genre de joueur-là. Peut-être qu'il ne sera pas en première ronde, c'est encore assez tôt, là. Mais son style de jeu très porté vers le filet, en échec avant, après les sifflets, il est tannant. C'est un gars physique, son gabarit est quand même assez potable aussi. Il sera pas loin dans la GMQ, fait que sa progression, son développement devrait être plus facile à observer, si on veut, à quantifier que s'il était en Slovaquie ou whatever.
Fait que non, ça, son style rentre en plein dans la palette, puis il y a son tir aussi qui est quand même assez impressionnant, mais c'est sûr que c'est ça, c'est le talent, mettons, l'arsenal de tir, la vitesse explosive, puis les feintes ou la création de jeu, peut-être qu'il n'y a pas tout ça, mais son style est vraiment très nord-américain, très, très, très facile à projeter dans le national de hockey, dans un bottom six ou dans un middle six. Donc, c'est au cours de la saison qu'on va être un peu plus capable de le projeter. Là, fait que j'ai vraiment pas détesté son tournoi. C'était pas facile pour la Slovaquie. Puis il a assurément été un point positif. Puis les joueurs adverses le mettent pas pantoute. J'ai beaucoup aimé sa polyvalence. Dans mon texte, je faisais référence au couteau suisse slovaque. C'est vraiment un joueur qui excelle sur 200 pieds puis qui montre une belle intensité aussi, une belle responsabilité dans toutes les zones. Un gars qui met de la hargne au travail. J'ai l'impression qu'Éric Veilleux, le coach des Remparts, va vraiment apprécier Straka cette année dans son alignement. Je ne m'attends pas à ce qu'il soit le rouage offensif. Là. De toute façon, la saison est très jeune, puis on voit clairement que Maddox Dagenet peut porter cette étiquette-là dans l'équipe. Sacrément shot, le Maddox. C'est ça, là. Mais tu sais, Straka, j'ai beaucoup aimé son travail devant le filet en avantage numérique. C'est un gars qui récupère beaucoup de rebonds. Il est tannant devant le filet. C'est un gars que j'ai aimé sur son approche au porteur. Je trouvais qu'il était très hard on the puck. Là. Dans le fond, il lâchait pas le porteur. Puis mettons qu'il perdait sa bataille, tu le voyais revenir sur le porteur pour continuer d'essayer d'y enlever la rondelle. Fait que ça, en échec avant, déjà, c'est vraiment intéressant. Mais quand il perd sa bataille en échec avant, il lâche pas pour autant. Il va aller rechercher. Bon moteur. Exact. Puis, c'est un gars qui a joué à 5 contre 5. C'est un gars qui a joué en powerplay, position bumper devant le filet. Il a joué en piqué aussi. C'est un gars qui joue au centre, à l'aile gauche. De ce qu'on m'a dit, les Remparts vont peut-être plus l'utiliser à l'aile gauche. J'ai pas haï comment il jouait au centre, mais je pense qu'avec on a quand même plusieurs centres au sein des Remparts qu'on va y aller avec Straka à l'aile, puis il est amplement capable de le faire aussi. Fait que non, j'ai beaucoup aimé la nouvelle recrue. Dans le fond, c'était le premier choix au repêchage import de la CHL des Remparts de Québec. Fait que on s'attendait à ce qu'ils viennent avec les Remparts dès cette année, puis j'ai bien hâte de le suivre au sein des Remparts de Québec. Là. Moi aussi. Fuck les Remparts. Bon. Le gars de Saguenay qui parle, là. C'était quand même drôle avec Alex Regimbal puis Thomas Lavoie qu'on parlait des Remparts versus Saguenay, mairie. On va revenir sur quelques prospects très bientôt, mais j'ai une question qui me brûle les lèvres. Et Charles en a parlé un petit peu dans le chat, soulevant son potentiel classement à la fin de la saison parce qu'il est atteint de la mononucléose. Et je parle ici de Matthew Schaefer. Mm-hmm. Matthew Schaefer a eu un excellent tournoi. Un corps arrière, c'est très identifié que ce gars-là est capable d'être un corps arrière au sein d'une brigade défensive. J'irais à dire que j'ai plus aimé le tournoi de Matthew Schaefer au Linka que j'ai aimé le tournoi de Sam Dickinson au Linka. Fait que, oui, absolument. Mais c'est même pas hâté. Ouais, c'est clair. À ce stade-ci, est-ce que Schaefer est dans la même branche que Sam Dickinson? Personnellement, je pense que oui. À ce stade-ci. On va voir comment ça se passe cette année. Comme je viens de dire, on a su qu'il était atteint de la mononucléose, donc il va rater plusieurs semaines d'action au début de la saison. Bref, ça a été une discussion qui a été soulevée sur les réseaux sociaux. Est-ce que, Pascal, James Hagens peut craindre pour son titre de numéro 1 au profit de Matthew Schaefer ou de peut-être un autre, mais est-ce que Schaefer pourrait aspirer à sortir numéro 1 de la façon qu'il joue? En fait, James Hagens, peu importe, en ce moment, c'est sûr qu'on dans les projections, il est premier, mais son poste est à perdre. Tout va dépendre de lui, parce que les candidats pour le dépasser sont là. Mais il y a 2 des 3 candidats, 3-4 candidats qui sont blessés. Dans le fond, tu as Matthew Schaefer,
qui assurément est un candidat pour au moins le deuxième poste, le deuxième rang, puis possiblement au premier si ça va bien. T'as aussi Anton Frundle qui est blessé. Je pense qu'il s'est blessé au genou, qui était opéré, fait qu'il va manquer quelques temps. Ça se comptait en semaine, par exemple, pour Frundle, de ce que j'ai vu. Mais quand même, ça te bloque ta préparation pour le camp. Il est quand même dans la Svenskan, lui, si je me souviens bien. Donc, tu sais, ça demeure quand même une ligue professionnelle qui, généralement, n'est pas très, très courtoise avec les jeunes joueurs, mais c'est un joueur incroyable, Frundle, ça ne devrait pas être un problème, là. T'as Porter Martin aussi, qui est dans la conversation. Puis si on se fie à Bob McKenzie, il y a aussi Roger McQueen, même s'il était plus loin dans sa liste, il y a sur 10, c'est le seul joueur qui a eu un vote de première place, à part James Higgins. Fait qu'il est dans la conversation selon les Scouts Pro que McKenzie a interviewé ou recensé. Donc, il y a quand même plusieurs candidats, mais je crois pas que c'est un débat actuellement. C'est vraiment plus un poste à perdre que Higgins a à gagner. Il l'a en ce moment, puis ça va être à lui à le conserver par ses performances, ou bien aux autres, justement, à être tellement bon qu'ils rentrent dans la conversation un peu plus sérieusement. Mais tu sais, c'est un petit joueur, puis les autres sont tous pas mal gros. Fait que c'est ça. C'est pour ça que je suis comme, il l'a, puis ça devrait dépendre de lui. C'est sa performance à lui qui va faire en sorte qu'il l'a ou l'a pas. Mais, tu sais, les candidats, ça. Schaefer, je crois, en ce moment. Moi, je pense que c'est 5e, parce que McQueen, je l'avais 4e dans ma liste. Mais actuellement, avec ce qu'il a fait au Linka, c'est comme, ouh, avec le U18 aussi, puis le U17 qui avait été incroyable. Mais dans la saison, c'était pas facile pour lui dans son équipe, là. Mais c'est comme, ouh, il y a des arguments de béton. Il est vraiment bon, sérieusement, pour tout. Là, il n'y a pas nécessairement de points négatifs. Défensivement, c'est sûr un peu. Là, il est quand même assez à risque comparativement à Sam Dickinson. Mais ce qu'il amène en offensive, c'est assez... C'est pas incroyable, on a déjà vu ça, mais c'est très, très, très intéressant pour la nationale de hockey. Il y a le gabarit est là, la rapidité est élite, la façon de créer l'offensive, son tir est bon. Il y a toutes les bonnes affaires de Zane Parekh sans avoir nécessairement le côté négatif. Fait que c'est pas dégueu, là. J'aime beaucoup comment Matthew Schaefer attaquait la zone ennemie. Il coupait souvent au centre. Il variait beaucoup ses distances pour laisser les alliés devancer la couverture qui freinait aussi parce que lui, il rentrait, il ralentissait en entrée de zone. Fait que les défenseurs avaient tendance à ralentir, ce qui faisait en sorte que les alliés battaient de vitesse puis étaient capables de les rejoindre quand même assez souvent. Fait que ça, je trouvais que les lectures de jeu, tant avec la rondelle que sans la rondelle de Schaefer, étaient très bonnes. J'ai hâte de voir. Moi, je suis pas au point... je le sais que ça s'est discuté sur Twitter notamment. C'est pour ça que je trouvais la question est pertinente quand même. Je ne suis pas au stade de mettre Matthew Schaefer au-delà de James Higgins parce que ce serait basé uniquement sur le Linka et les performances de Schaefer. Je pense que ce débat-là va mourir immédiatement quand James Higgins va commencer sa saison en NCAA. C'est ça. Mais si, là, il a connu un Summer Showcase très bon. Il va remplacer Will Smith, dans le fond, sur le trio de puissance. Fait que, on peut quand même s'attendre à ce qu'il connaisse une solide saison. Mais admettons que ça va pas bien après 3, 4, 5 games. Je pense que là, le débat pourra remonter. Puis les gars comme Martin, McQueen qui a un solide début de saison, et Schaefer, ça pourrait embarquer. Frundle, il est blessé. Puis comme Guillaume Desparois nous disait en commentaire sur Patreon, il y a un bon historique de blessures aussi. Fait que ça se pourrait que ça vienne un petit peu baisser sa valeur sur le moyen-long terme. Fait que tu sais, Schaefer pourrait à ce moment-là rentrer dans la discussion, mais je m'attends quand même à ce que James Higgins, dès le début de saison, fasse taire ces fameux débats-là, comme il y a à toutes les années, dans le fond. C'est juste que, tu sais, là, avec le tournoi de Schaefer, je trouvais ça quand même intéressant à aborder. Oui, puis tu sais, c'est le fun d'avoir ce débat-là, parce que ça veut dire qu'il y a des excellents joueurs dans le top. Parce que cette année, moi, je trouve que la profondeur de ce top-là est meilleure que plusieurs des derniers repêchages. Sans avoir de joueurs exceptionnels, tu sais.
Il n'y a pas de Mais joueur exceptionnel cette année. Là, non, ben, il n'y a pas de Connor il n'y a pas de Bedard. Connor Bedard. Mais il y a des excellents joueurs, comme tu dis, des joueurs de projeter première paire, premier trio ou deuxième trio élite. Il y en a 8, 9, 10 qu'on peut vraiment dire, sont très proches du top 10 ou de vraiment, vraiment, d'être assurés du top 10. Je sais pas ce que je veux dire. Là. C'est vraiment, OK, ils sont vraiment au-dessus de tout le monde. Puis quand ça drop pas si tôt que ça en plus. Fait que c'est sûr qu'on dit tout le temps ça quasiment au début de la saison parce qu'il veut pas, on manque de données. Mais en ce moment, ce qu'on a, c'est des gros bonhommes en plus. Beaucoup de late, c'est un peu tannant. Mais des très gros bonhommes qui ont un bon body of work. C'est un nouveau terme que je vais prendre. Qui ont eu des bonnes saisons. On l'a déjà utilisé. Je sais, mais c'est là, je l'utilise. C'est le terme qu'on utilisait pour Shane Wright surtout. Là. Ouais, ah, c'est ça. Puis que, c'est très encourageant pour la saison de scouting. Puis ça va faire en sorte que une équipe qui est en reconstruction puis qui est pas loin, si elle finit dans le top 12, mais ça demeure intéressant pareil. Il y avait une question, Pascal, dans les commentaires. C'était Guillaume Villeneuve qui nous posait ça. Ben, c'est parce que je la lance tout de suite. Je l'avais noté pour quand ça allait s'insérer dans la discussion. Puis, elle s'insère là. Tu parlais de profondeur du repêchage, mais est-ce que tu trouves que le repêchage est peut-être un petit peu plus faible que les autres années? Parce que c'est ce que Guillaume Villeneuve nous mentionne, c'est que son impression, c'est que le repêchage cette année est ultra faible. En fait, au début de l'été, on disait le contraire. Il y a beaucoup de monde qui avait comme discours que le repêchage était incroyable. L'année prochaine, que genre le top était bon, il y avait tel joueur, des gros gabarits, des bons défenseurs, des bons gars offensifs en James Higgins. Là, le Canadien est sur le bord de virer le coin. Demidov, Patrick Laine, on signe Slavkovski. Lane Hudson s'en vient. Ah, peut-être que le Canadien n'est pas tant... C'est pas... Généralise, là. C'est probablement pas ça le cas de tout le monde. Là, le Canadien est sur le bord de tourner le coin, peut-être faire les séries ou pas loin. Fait que reconstruire, c'est plus de temps nécessaire. Ah! Donc, c'est pas grave si le Canadien, il repêche pas haut. Donc, ce repêchage-là, on va le descendre pour dire que c'est pas bon. Fait qu'on va se consoler dans le fait qu'on a peut-être potentiellement un pic hors top 10. C'est un excellent repêchage dans le top. Puis que c'est pas grave si le Canadien reconstruit. Ça n'a pas d'impact sur le repêchage ou sur l'analyse qu'on a. Fait que moi, personnellement, ce repêchage-là m'emballe. Je suis très content de ce que je vois jusqu'à date. Il y a du monde qui vont décevoir, il y a du monde qui vont impressionner, mais tu as un peu de tout. C'est ce qui est vraiment intéressant. Tu as des défenseurs, tu as des centres, tu as des gros bonhommes, tu as des bons alliés, tu as des Européens, il y a des gardiens, hostie. Tu as beaucoup de gars de la CHL, puis tu as un Russe qui, là, il n'y a pas un bon début de saison, mais Dynamo de Moscou, c'est de la merde. Puis t'as beaucoup de joueurs qui jouent en NCAA aussi, qui sont très intéressants. Fait que, c'est un excellent repêchage. Mettons par il y a du monde qui vont dire le contraire juste à cause du Canadien. Ouais, mais tu sais, mettons, Guillaume nous dit en commentaire, puis tu sais, j'aime ajouter cette information-là dans la question, mais tu sais, on parle de repêchage intéressant, mais selon toi, combien de joueurs de type game changer il y a? Tu sais, parce que l'année passée, t'avais Demidov qui a sorti 5e, qu'on catégorisait comme un game changer, tu sais. Fait que il y a Celebrini aussi qui l'était, tu sais. Nous autres, on trouvait que Dickinson l'était, mais finalement, il a baissé pareil, tu sais. Mais combien, mettons, de joueurs comme ça tu vois cette année au niveau du repêchage 2025? Je vais chercher ma liste. Parce que, tu sais, moi, présentement, je vois Higgins comme étant un de ces joueurs-là. Porter Martin aussi. Et Matthew Schaefer, on closera la discussion sur lui parce qu'on a une autre question en commentaire. Mais Matthew Schaefer, je vois en lui un potentiel numéro 1. Fait que quand tu vois un potentiel défenseur numéro 1 dès son repêchage, je pense qu'il peut rentrer dans la catégorie des game changers. Oui, tu sais, Dickinson, on le voyait comme game changer, mais est-ce qu'on voyait comme numéro 1? Il y avait quand même un petit doute à cause de l'offensive. C'est peut-être plus un numéro 2. Schaefer, c'est un clear number 1 au niveau de la projection en ce moment. Fait que je le mettrais plus haut que Sam Dickinson, mettons. Mais tu sais, Higgins, Frondell,
moi, personnellement, je le vois comme ça parce qu'il est physique, il a un bon tir, c'est un gars impliqué. Il manque juste un petit peu de jump. Il me fait beaucoup penser à Draisaitl dans sa façon d'aborder ses matchs, de protéger la rondelle, puis au même âge, là, d'avoir pas nécessairement de la misère avec le patin, mais c'est plus les premiers pas. Mais l'intelligence de ce gars-là a le potentiel d'être vraiment, vraiment, vraiment intéressant dans la Ligue nationale de hockey. Martin, à cause de tout ce qui amène la rapidité, le body, le gabarit. McQueen, je pense pas qu'on peut le catégoriser en ce moment comme game changer, mais le potentiel est quand même assez intéressant. Misha, non. Hensler, plus dans peut-être un Dickinson un petit peu en bas, mais Ryabkin, le russe justement qu'on parlait, a beaucoup de potentiel pour ça. Fait que tu sais, si c'est pas autant que l'année passée, c'est un peu plus au niveau de la profondeur du top. Mais je trouve que la drop, mettons, vient pas aussi rapidement que l'année passée et encore moins rapidement que l'année d'avant. L'année d'avant, c'était 4. Cette année, l'année passée, 5, 6 peut-être. Cette année, je trouve que ça vient plus loin. Puis que c'est pas mal intéressant jusqu'à plus loin dans je te dirais, là, le top 10, quand même assez intéressant, puis je le trouve de plus haute qualité. Autre question, ça vient de Charles Damien. Matthew Schaefer, premier défenseur à sortir au repêchage 2025. À ce jour, oui. Ça récapitule un peu ce qu'on mentionne depuis tout à l'heure. Puis, Logan Hensler, je me l'étais noté quand même haut à la fin de la saison passée. Mais je pense qu'il va venir rentrer dans une espèce de tier avec des gars comme Murtka, mettons, qui est un défenseur format géant droitier. Des gars comme peut-être Radivojevic, on verra cette année, mais je vois pas Schaefer dans un tiers avec des défenseurs que je viens de nommer. Là, en ce moment, c'est ça. En ce moment, exact. Puis, tu sais, Muritka ou Murtka, en tout cas, j'ai tellement entendu de prononciations différentes. J'ai entendu Muritka, Muritka. En tout cas, il y a tellement des façons de dire, mais le gros check de 6 pieds 6, 6 pieds 5, avec qui patine vraiment bien. Au même moment, cette saison, Anton Selayev commençait à booster dans les listes. Murtka, il n'arrive pas de nulle part. L'année passée, il a eu une très bonne saison à l'international. Cette année, il commence direct dans la meilleure ligue de Tchéquie. Puis il joue une quinzaine de minutes. Et en tout cas, je me rappelle pas s'il joue dans l'avantage numérique ou en désavantage. Je pense qu'il y a quelques présences. Mais écoute, il n'est pas pantoute dépaysé. Moins que David Jiricek, Adam Jiricek au même âge. Moi, j'adore ce défenseur-là. Je l'avais 17 en mon préliminaire. Je peux déjà t'annoncer qu'il va être plus haut que ça. Est-ce qu'il va être top 10? Ça reste à déterminer. Là. C'est trop tôt, mais sérieusement, il a un profil très, très, très intéressant, surtout s'il commence à tirer plus au filet puis à attaquer plus. Mais niveau défensif, patin, tout est là. Fait que il va être haut. La seule chose au niveau patin que je trouvais, c'est que c'est quand même long quand il se revire. Là. Le pivot, là, il est long, mais c'est pas une Ben Selayev. C'est ça, exact. Il n'y a pas cette mobilité-là. Je trouve qu'il perd un peu de vitesse quand il effectue des virages, mais ça se travaille, le gars. C'est un format géant, c'est correct. Puis il utilise quand même son physique, fait que ça, c'est un gros point positif. Ouais. Je trouve ça drôle, par exemple, Pascal, parce que je sais pas si tu te souviens, c'était-tu au début de l'année ou pendant l'été, on faisait des podcasts, puis on parlait des erreurs de scouting qu'on a déjà faites. Je pense que c'était dans des épisodes de questions de Patreon, puis tu sais, on faisait un peu notre mea culpa sur les grands et gros défenseurs qu'on avait tendance à être peut-être à la fois sévères et critique envers les lacunes, puis qu'on appréciait peut-être pas le potentiel à long terme. Puis tu sais, moi, je l'avouais, cette erreur-là, puis tu sais, je me disais, faut vraiment que je me ressente là-dessus dans les prochaines années, que j'essaie de voir plus loin que ce que je vois là présentement. Puis, tu sais, un gars comme Nathan Gaucher, on l'a tous les deux top 20 dans son repêchage, mais il y a d'autres gars que c'est plus des défenseurs qui ont pas le même rôle, mais tu sais, similaire, parallèle, mais sans la position, là. Mais on les met plus bas. Mais qu'il faut vraiment se pencher là-dessus un peu plus. Là. C'est absolument raison. C'est dans mes top 50, dans le fond. Ouais, c'est ça. Mais c'est drôle parce que
j'ai pensé exactement ça en regardant la Tchéquie au Linka. Je me suis dit, hey, je voulais réajuster un peu ma méthode d'analyse pour les grands et gros défenseurs. Puis j'aurais même pas besoin de réaligner mon scouting parce que Radim Murtka m'a tout de suite plu, même si il est dans les profils que normalement j'ai un petit peu plus de difficultés. Je trouvais que au niveau du IQ, déjà, c'est supérieur à David Jiricek et de loin. Là, dans sa zone, c'est un gars qui va bloquer des lancers, il anticipe les manœuvres de l'adversaire, il coupe des lignes de passe, il est très bien positionné. En piqué, il est bon. En powerplay, il jouait sa deuxième vague. Là, il n'était pas tant utilisé. C'était pas le point de chute, c'était plus Cernik, je pense, qui était sa première vague. Oui. Mais tu sais, Murtka, là, pour vrai, si on développe un potentiel offensif dans ce gars-là, ça peut être un pas pire monstre pour la Ligue nationale. Puis, tu sais, je le vois peut-être un petit peu plus penché vers les Anton Silayev que les David Jiricek. Parce que Jiricek, son aspect primaire qui ressortait dans ses matchs, c'était son offensive, c'était son tir. Puis Anton Silayev, moi, je trouvais que ce qui sortait le plus, c'était sa mobilité, mais surtout son aspect défensif. T'sais, moi, Silayev, je le vois plus comme un défenseur défensif. Je pense que Murtka, il penche un peu plus de ce côté-là présentement. Fait que s'il développe la mobilité que Silayev a, puis qu'on s'en va chercher justement avec l'expérience qu'il va avoir dans la Ligue tchèque au niveau de l'offensive, ça peut devenir intéressant là, parce que au niveau de la compréhension de la game, je trouve que Murtka est supérieur à Silayev et à Jiricek, et de loin. Et de loin. Je trouve aussi. Puis, cette année, il y a quand même des gros défenseurs. Il y a Carter Amico, que j'apprécie fortement aussi. Il y a Artyom Vilchinski, que j'avais fait en première ronde en Russie, que tu sais, t'as pas joué, t'as pas vu au Lincoln. Je l'ai pas encore regardé, non. Mais qui est vraiment plus... la mobilité est là, mais tu sais, la production vient pas nécessairement, mais tu sais, en MHL, tu sais comment c'est, des fois, c'est pas trop évident pour ce genre de défenseur-là. Là. Mais la mobilité est là, il y a un très bon tir, il est quand même confiant, mais ça, la fiche n'est pas là pour l'instant, mais tu sais, son évaluation, ça va être sur toute la saison. Mais il y a quand même des candidats vraiment intéressants de ce genre de défenseur-là, justement, qu'on voulait un peu plus travailler. Là. Fait que ça va être une bonne saison pour ça. Passons rapidement à l'équipe américaine. Quelle édition décevante des Américains j'ai trouvé au Linka. Pour vrai, j'espère que le programme de développement va être le fun à regarder. Il y a quelques joueurs que j'ai vus à l'œuvre l'année passée que j'ai hâte de revoir, là, comme les LG Mooney puis Carter Amico aussi, je l'avais vu un petit peu de mémoire. Il y en a quelques-uns d'autres, là, mais... Sa mère, j'ai fait un texte, puis sa mère a liké, puis a retweeté mon texte. J'étais comme, yeah! Ouais, c'est cool aussi, dans ce temps-là. Ouais. On avait le père à Sacha Boisvert aussi qui regardait beaucoup nos textes et tout. Là. Fait que c'est tout le temps le fun de voir. On y va pas dans le hot take, le sensationnalisme, puis on veut pas détruire les jeunes non plus. Fait que quand les parents partagent nos textes, on se dit, ben, peut-être que l'angle est quand même bon, puis que c'est honnête comme travail. Fait que, bon, c'est tout le temps le fun, honnêtement. Mais c'est ça, pour les Américains, là, ça a été très décevant. Moi, je me suis noté quelques joueurs qui s'étaient un petit peu démarqués, là. Notamment Matthew Lansing dans la finale de bronze contre la Suède. J'ai bien aimé comment il attaquait le filet. Puis son deuxième but, honnêtement, là, c'était une très belle pièce de jeu. Là. Il y avait 3 gars devant lui. Puis il s'est frayé un chemin à travers les 3 tout en coupant dans l'enclave puis en rapetissant l'espace avec les 2 défenseurs qui restaient. Fait que j'ai bien aimé sa finale de bronze, mais je peux pas dire que les autres matchs que j'ai regardés des États-Unis, je l'ai vu se démarquer. T'sais. Fait que il y a Sam Spehar aussi qui s'est quand même démarqué un petit peu au niveau de la pression offensive. Je m'étais noté que c'était une des seules menaces offensives dans le match États-Unis contre Canada. Mais c'est ça. C'était comme. C'était très maigre comme délégation américaine cette année. Il y a Benjamin Kevin là, qui avait quelques flashs, mais c'est pas mal plus dans USHL l'année passée qui a été intéressant. Je sais que Simon Servant, pendant l'été, l'a mis dans sa première ronde en juin ou c'est en juin qu'on sort en mai ou en juin, je me rappelle plus ce que c'est.
C'est en juin qu'il a publié sa liste, puis il l'a mis en première ronde. Puis je comprenais parce qu'en USHL, moi je l'ai regardé un peu plus tard, puis il y a certaines affaires qui me gossaient. Mais son talent offensif, la façon qu'il a de créer l'offensive, son tir, vraiment, c'est bon. Mais dans le Linka, ça n'a pas fonctionné. Il y a Sikora aussi, qui, tu vois, il avait des habilités, quelques flashs, mais c'est pas assez constant. L'équipe n'a pas été constante. Le tournoi a commencé par Fiddler, le fils de Vernon Fiddler, qui a eu un très bon... Enfin, il y a eu 1 ou 2 matchs qui a été vraiment bons pour plaquer, aller chercher les rondelles puis les monter. Fait que le monde était comme, wow, un défenseur incroyable, repêchage 2025. Puis après ça, le tournoi pour les États-Unis a vraiment été plus difficile, puis on n'entendait plus parler. Fait que ça, c'est le genre de choses de calmez-vous. Surtout on va l'évaluer, mais c'était pas bon. Hein. Moi, il n'a pas été incroyable. Ce qui m'a sauté aux yeux, c'est que c'est ça, il a connu des bons matchs, mais contre le Canada, il était même pas sur le powerplay. Non, c'est ça. Fait que il joue beaucoup à 5 contre 5, mais en powerplay, il n'était même pas utilisé contre le Canada. On envoyait plutôt Matthew Grimes, que j'ai pas haï quand même. Là. Je trouvais qu'il était quand même assez mobile à la ligne bleue. Mais beaucoup de softness dans son jeu à 5 contre 5, surtout dans sa zone. Là, fait que c'est une version Timu de Zane Parek. Là, fait que c'est pas un compliment. Là, Non, c'est ça. Non, c'est ça. C'est pas une équipe qui m'a très, très emballé, là, les États-Unis. C'est des noms, OK, là, mais il va falloir les regarder en USHL en shift by shift pour vraiment que on voit si on pousse l'analyse ou si on l'abandonne assez rapidement. Parce que ça ne veut pas, il faut faire des choix aussi. On peut pas en regarder 100, 250. Parce que ça serait possible, mais on aurait 4 visionnements pour tout le monde. C'est pas une analyse assez intéressante. Exact. Je nous garde la Suède pour la fin, Pascal. Je veux parler, avant de parler de l'équipe suédoise, un petit peu, je vais aller chercher son nom parce que je connais son nom de famille, mais pas son prénom. Je me souviens pas. Ça s'appelle du Max. Alright. Gardien de but, Pascal. Okay. Oui. 2 gardiens aux antipodes, j'ai trouvé. Andrej Stebetak et Jake Ivankovic. OK. 2 gardiens de but à surveiller pour le repêchage 2025. Pourquoi je dis 2 gardiens aux antipodes? Stebetak, gros gabarit, déplacement très précis, prend beaucoup de place devant son filet. Puis Ivankovic de l'autre côté, puis là on parle d'un affrontement en finale. Stebetak était le gardien de la Tchéquie. Gardien canadien, Jack Ivankovic. Gardien de plus petit gabarit, mais très explosif. Des déplacements qui vont un peu partout des fois, mais il est tout le temps... Il y a une anticipation vraiment élite là, pour justement être au bon moment, au bon endroit au bon moment. Fait que c'était intéressant de voir ce duel de gardiens-là, puis ça nous a donné quand même un bon spectacle. Là. En finale, ça a fini 2-1 pour le Canada. C'était malade. Puis, Ivankovic, je trouve qu'il a des mains vraiment rapides. Il utilise beaucoup son bloqueur, beaucoup sa mythe pour bloquer rondelles. C'est vraiment, 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 vraiment des réflexes rapides. Est-ce que c'est parfait? Est-ce que c'est l'idéal pour ce genre de gabarit-là? Peut-être pas, parce que tu veux pas, la rondelle, il faut qu'elle te frappe, toi, et non pas, il faut pas les chercher. Il faut que ton positionnement soit correct. Fait qu'il y a ça sur travailler, mais il fait les arrêts, Ivankovic. Il fait les arrêts. Puis, comme j'ai dit plusieurs fois, j'espère seulement qu'il a les mêmes gènes que son père, puis qu'il va atteindre 6 pieds 4. Son père qui travaille pour Molson, pour le groupe Molson. Fait que c'est ça. Il est peut-être connu un peu dans l'organisation. Mais à 5 et 11, là, c'est petit, 5 et 11. Sérieusement, là, c'est petit. Si on compare à d'autres gardiens comme Stebetak ou ben Kurkula, qui est un gardien finlandais, que j'ai bien apprécié durant le Linka aussi. Là. Et c'est ça. Faut espérer que ça donne de quoi. Mais il va avoir une bonne saison, c'est sûr et certain. Il est excellent dans la OHL. Mais puis dans le Linka aussi. Il a été un facteur très, très, très déterminant pour le Canada. Fait que regardez ces 2 noms-là. Ces 3 noms-là, en fait, Kurkula, après Stebetak, puis lui, là. Puis c'est pas mal sûr que vous allez voir les profils des autres d'ici la fin de l'année. Puis peut-être dans le top 10 de maths sur les gardiens de but. Puis dans mon top 64 ou plus, on va probablement avoir plus que 1 ou 2 gardiens. Si on comprend
Ravensbergen aussi. Ce qui est le fun aussi dans le cas de Jake Ivankovic, on le sentait un petit peu venir l'année passée parce qu'il a comme pris un peu le poste de numéro 1. Pas un peu, même, il l'a pris, le poste de numéro 1. Là, je mélange tout le temps les Steelheads puis voyons, Sudbury, le Wolves. Je pense qu'il était avec les Steelheads. Hein, mais ça, Saga, ouais, c'est ça. C'est ça. Les deux équipes, je les mélange tellement, c'est épouvantable. Ben, moi aussi, il y a des équipes que Kingston, après logo ça, similaire, couleur similaire, c'est épouvantable. Mais bref, il a tassé Ryerson Linders l'année passée, puis avec raison, là, Linders, il gaulait pas très très bien. Puis Linders a été échangé à Brentford, dans le fond. Donc, Ivankovic va être le clear-cut numéro 1 avec une formation qui devrait être compétitive. Surtout si Mosti y retourne. Là. Surtout si Mosti puis Dvorsky aussi. Ouais. Goyette, il est dessus. Goyette devrait y retourner aussi, je pense. Imagine. Nathan Villeneuve aussi. Fait que bref, là, je sais même pas, on dit les noms, mais d'après moi, on se mélange une coupe de joueurs avec Sudbury, là, parce que moi, les deux. Oui. C'est ça, on se mélange, hein. C'est toi qui me mélange. Moi, c'est avec Sudbury. Goyette avec Sudbury. C'est Misha. C'est Luke Misha qui est là. Ben oui, c'est ça. Pourquoi toutes les équipes sont bleues? C'est épouvantable. Moi, Simon Servin, il va rire de nous autres s'il nous écoute. Ben ça, c'est comme la fois que j'ai dit qu'il n'y avait pas de journalistes. Ça. En plus, là, les Steelheads sont rendus à Brampton. Fait que, ça, ils ont déménagé. Brampton, Brentford, tu sais, il n'y a rien pour nous aider. Mais c'est ça, là, on coupe tout ce qui vient de se passer, puis on revient au sérieux. Là. Luke Misha, Porter Martin notamment, Fibiger. On risque d'aller chercher d'autres joueurs là, pour entourer Porter Martin. Fait que bref, tous les joueurs qu'on a nommés jouent à Sudbury. Fait qu'oubliez ça. Quand on est poche. C'est dur de tout se souvenir. Hein. Mais en Suède, on est correct. T'sais. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, bref, c'est ça, les gardiens vont être à surveiller du côté de ceux qu'on a vus au Linka. Il y en a d'autres qui vont s'ajouter, évidemment, cette année. On a parlé de Ravensbergen également. Avant de sauter à la Suède, dernière petite question sur un espoir qu'on a vu à l'œuvre durant le Linka, et c'est Adam Beniak. Est-ce que tu as été déçu de son rendement en finale? Est-ce que son tournoi est à l'image de son talent? Ou est-ce qu'il y a certains matchs qui ont peut-être boosté sa fiche puis que finalement, c'était pas un grand tournoi pour lui? Il y a assurément des matchs qui ont boosté sa fiche, mais tu sais, le talent, rapidité, lecture rapide, un tir assez intéressant, mais beaucoup de périphérie, beaucoup de trucs juniors. Puis on va le voir en USHL cette année, là, ça va être beaucoup ça. Il va y avoir du monde qu'il faut mettre en première ronde. Puis c'est bien correct aussi, il est fin en première ronde, mais tu sais, il faut garder en tête, est-ce qu'il va être capable de faire ça au prochain niveau? Est-ce que son profil est facilement projetable? C'est difficile quand même, puis on l'a vu en finale. Ça a été du hockey nord-américain, il s'est fait brasser, il y avait moins de place pour lui, il n'a pas été capable de vraiment s'imposer, contrairement à Zaerski ou bien qui est un de ses coéquipiers, qui ça a été plus facile pour lui. Novotny aussi, tu sais, fait que faut garder ça en tête là, dans notre évaluation d'Adam Beniak, parce que c'est clair que tout le monde l'apprécie, c'est un gars qui est vraiment bon depuis longtemps. Mais d'être en USHL cette année va l'aider offensivement, mais je pense que ça va être une astuce de bonne... Un bon draft year en Amérique du Nord, c'est ça qu'il fallait. Fait que c'est pour un petit joueur comme ça, tu sais, comme mettons Philippe Méchard, là, oui, il jouait contre des hommes en Slovaquie, mais je pense que ça aurait été plus facile de le voir dans une ligue junior à son année de repêchage pour le développement puis pour l'évaluer. Fait que je suis juste content que le step est déjà fait. Moi, Adam Beniak, je l'ai trouvé décevant en finale, là, honnêtement. Je l'ai trouvé pas impliqué. Il
il utilisait beaucoup son tir. Là. On parlait de Guité tantôt, mais Beniak, c'était ça aussi. Puis c'était pas subtil. Là. Il camouflait pas ses intentions, pas du tout. Puis il est capable. C'est pas sa force, son tir. Ouais, mais on dirait, je sais pas, il voulait peut-être trop en faire. J'ai pas aimé comment il overskatait l'époque. Exact. Des fois, là, en récupération de rondelle, la rondelle était libre, puis il dépassait la rondelle, puis finalement, il la récupérait pas, là. La rondelle, ça arrivait surtout en zone neutre, là. Mais tu sais, c'est ça, t'es un joueur explosif, t'es un joueur rapide, mais il faut que tu saches un peu canaliser cette énergie-là pour être efficace aussi. Puis là, c'était comme si c'était over-explosif, là. En tout cas, j'ai trouvé, pour en finale, le reste du tournoi, j'ai pas haï ses performances, mais tu sais, moi, je pense vraiment que son match contre l'Allemagne a boosté sa fiche, puis le reste du temps, tu sais, Adam Beniak, c'est un joueur explosif, offensif. C'est sûr qu'il va ramasser des points sur la patinoire, mais j'ai trouvé qu'au niveau de l'implication, c'était ordinaire pendant le tournoi. Fait que j'ai hâte de le voir, comme tu dis, en Amérique du Nord, parce que là, il n'aura pas le choix. Il ne peut pas juste jouer de fantaisie parce que ça ne marchera pas. Il va mériter un choix de 2 ou de 3. Moi, je pense pas qu'il va demeurer dans ma première s'il continue comme ça. Mais ce genre de joueur-là est facile à adorer. Parce que justement, à cause de tout le blazing skills, à cause de la rapidité, puis comment il crée de l'offensive, tu sais. Mais quand tu te concentres vraiment dessus, dans un contexte en Amérique du Nord, que physique, moins d'espace et tout, ben là, ça va être pas mal plus facile de faire la projection. Fait que il y a moins de points d'interrogation. C'est un couteau à deux tranchants. S'il avait continué à jouer en Europe, mettons en Suède, où il y a beaucoup de place, il aurait probablement accumulé beaucoup de points, puis on aurait dit, bah, c'est un excellent joueur, blablabla. Mais là, en USHL, c'est plus difficile pour lui. Peut-être qu'il va accumuler moins de points, mais je pense qu'à long terme, c'est vraiment mieux pour lui. Bref. Fait que c'est plus de données qu'on a sur lui, puis c'est très important pour un gars de 5 et 7, 5 et 8. Là. C'est parfait. Ouais, exactement. La Suède. J'ai été un peu surpris quand tu as dit que tu étais déçu de la délégation de la Suède. Tu me dis ça en privé. J'ai été surpris. Fait que j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir la discussion qui va s'en suivre. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait plusieurs espoirs suédois à surveiller pour la saison. J'ai quand même aimé la délégation de la Suède pour... j'ai même trouvé qu'à l'occasion, c'était plus physique que ce qu'on a vu dans les années passées au niveau de la Suède. J'y vais rapidement là, pour un peu name dropper, puis après ça, on partira sur les descriptions puis ce qu'on a vu d'eux autres. Mais Philippe Ekberg, qui d'ailleurs n'a pas joué en finale de bronze, on y reviendra. Lui, il va jouer dans OHL cette année, finalement. Il va jouer avec les 67, c'est 67 d'Ottawa. Ottawa. Eddie Jenborg, Jacob Ish-Wozniak, Eric Nilsson, Melvin Novotny, Sacha Boumedienne, Victor Klingzel, Milton Gastrin, le gardien Love Arenstam. Honnêtement, moi, j'ai pas haï la délégation suédoise. Puis Arenstam, j'ai trouvé ça le fun parce que c'était au U18, je crois. Il avait été quand même pas bon là, dans un match. Puis j'ai bien aimé son tournoi. Là. Il est revenu un peu dans mes bonnes grâces pour les gardiens du repêchage 2025. Ben, tu sais, c'est pas que je déteste je déteste pas l'équipe, parce qu'il y en a plusieurs là-dedans qui sont intéressants, qui ont été bons au U17. Mais j'ai trouvé que la performance n'était pas à la hauteur. Que dans un tournoi que tu as eu la Russie, puis le programme américain de développement, il aurait probablement fini 5e. Et non pas 3. Ils ont fini 3, c'est ça, contre les États-Unis. Ouais. Il n'y aurait pas eu de médaille. Il y avait beaucoup de profondeur. Sacha Boumedienne, j'ai pas aimé son tournoi. C'est un excellent joueur de hockey qui a été bon dans USHL l'année passée, qui va être bon dans NCAA cette année. Mais dans le tournoi, j'ai trouvé que tout ce qu'il faisait avec la rondelle, il m'a fait son coup à chaque fois. Il ratait ses premières passes, il perdait la rondelle. On dirait qu'il se mettait beaucoup de pression, ça ne fonctionnait pas. Il y a juste Klingzel qui a vraiment été bon. C'est un gars de vitesse, qui coupe à l'intérieur, qui coupe au filet, qui amène beaucoup de chaos. Il exploite l'espace qu'on lui donne. Écoute, dès qu'il y a de l'espace, vraiment été bon. C'est ça. Dès qu'il y a de l'espace, il va aller l'exploiter. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi.
Puis je trouvais que c'était le seul avec Stenberg, qui est un gars de l'année prochaine, qui a vraiment, vraiment été bon. Puis Gastrin aussi, c'est un gars que j'apprécie, qui a un excellent début de saison cette année. Mais c'est un gars two-way que, le potentiel offensif, on peut se poser des questions sur lui, mais son edge work, dans le fond, sa vitesse de ses pieds, la façon qu'il a de... C'est un poor man Caleb Desnoyers, dans le fond. Il est vraiment un gars de bon dans les deux sens qui amène l'offensive, mais on se peut se poser des questions sur vraiment son potentiel maximal offensif. Mais dans le tournoi, il a été excellent. Moi, Mais... tu vois, Gastrin, je trouvais que pour le gabarit qu'il a, il devrait plus s'en servir. Contrairement à Desnoyers, qu'au niveau du gabarit, il s'en servait beaucoup. Non, c'est ça, mais c'est un Suédois, il veut pas... Quelqu'un qui fait un plaqué aux 3 games en Suède, il fait comme « Oh! » C'est un joueur rugueux. C'est un gars rugueux. Le papier sablé suédois n'est pas toujours très efficace. Wozniak a été excellent dans le match de bronze, mais il a été médiocre tout le long du tournoi, alors que c'est un gars que moi je voyais top 10, mais il fait juste dropper. En début de saison, ça va quand même correct. Là. Il portait très bien son premier nom de famille. Ish, ouais, chaque fois que je le voyais jouer, c'est Ish. Non, mais j'ai aimé, son potentiel est incroyable. Mais la constance n'est pas là pantoute. Tu vois Guillaume Villeneuve en commentaire, là, il nous avait dit Wozniak m'a déçu, très soft, puis oui, c'est excellent résumé de son tournoi. On dirait qu'il... Tu sais, tantôt on parlait de Gavin McKenna qui prenait peut-être ce tournoi-là pas à la légère, mais tu sais, ça ne tentait pas... Pas que ça on veut pas prêter des intentions, mais tu sais, je pense qu'il aurait pu mieux jouer McKenna puis tout, puis peut-être que ce tournoi-là, il le voyait comme une remise en forme et tout. J'ai l'impression que Wozniak avait peut-être la même mentalité, mais vu que c'est pas un joueur exceptionnel, c'est pas un joueur à la hauteur de McKenna, ça a paru encore plus qu'il voulait pas nécessairement faire grand-chose à la patinoire. Exactement. Puis Ekberg, il aurait pu être mieux aussi. J'ai pas aimé, moi, le tournoi à Ekberg. Pour vrai, bien souvent, lui puis Wozniak, bien souvent, je les cherchais sa patinoire. Il y a Eric Nelson qui a démontré des belles choses sur 200 pieds, la façon d'amener la rondelle au filet, mais il n'y a pas une grosse production. Finale de bronze, il y a eu une Christine bonne game. Là. Exactement. Melvin Novotny, il y a eu des flashs en début de tournoi. Je trouvais que ça s'est étendu dans la fin, mais il y a une saison du tonnerre en ce moment. Ça, c'en est un qui est rugueux. Je pense qu'il a été suspendu parce que dans la dernière game qu'on a sur nos plateformes, c'est le 15 septembre. Il a scoré 3 buts, puis en troisième période, il a fait un gros coup de coude d'en face à quelqu'un qui allait, il allait dessus, puis tu le vois, bang, d'en face. Il est expulsé. Il n'a pas rejoué depuis. Fait que je crois qu'il a été suspendu, mais on n'a pas d'informations qui ont sorti là-dessus. Puis il y a Eddie Genborg qui a été correct, mais ça n'a pas sorti nécessairement. Puis là, dans le G20 national, ça va quand même bien. Au niveau défenseur, il y a Sorstrom, que moi, Hollywood, que j'avais bien aimé au 17, puis avec Is Wozniak en G20 national l'année passée. Mais dans le tournoi, ça a été... il bouge la rondelle, mais il y a un petit gabarit, puis il n'a pas réussi à s'imposer nécessairement. Fait que généralement, ça n'a pas été facile pour la Suède. Fait qu'il y a beaucoup de noms. Il y a beaucoup de profondeur pour le repêchage, mais dans le tournoi, la performance n'était pas là. Comme on nous disait en commentaire, pas de talent élite cette année au niveau de il y a Frondell, mais c'est ça, il n'était pas là. Mais il n'était pas là, c'est ça, exact. Fait que, Olinka, il n'était pas là. Moi, c'est ça. Genborg, Nilsson et Novotny, les premières choses que je me suis notées dans mes notes, c'est l'aspect rugueux, tu sais. Novotny qui utilise son gabarit puis il se promène dans le trafic, il récupère des rebonds beaucoup autour du filet. Nilsson, même chose, il est souvent dans l'enclave, il a un bon tir sur réception puis on l'utilise comme bumper en powerplay. Fait que cette polyvalence-là va être intéressante à suivre cette saison. Puis Genborg, moi, la première affaire que j'ai vue de lui, c'est au niveau de son approche au porteur le long des bandes. Je trouve qu'il donne des bonnes mises en échec, puis il va très bien neutraliser le bâton de l'adversaire avec son corps pour gagner sa bataille par la suite. Fait que, tu sais, j'ai cru voir qu'il y avait un bon début de saison statistiquement parlant. Je ne l'ai pas vu encore dans son équipe en Suède, mais pour le rôle qu'il avait au Linka,
il a ressorti des belles affaires. Fait que si on ajoute un aspect offensif à ça, ça peut être intéressant. T'sais. Mais dans tous les joueurs que j'ai nommés, incluant Wozniak, là, tu sais, je veux pas juste me fier sur le tournoi. Moi, je l'ai pas vu au U17 Wozniak. Fait que, tu sais, je vais suivre ça de près cette saison, mais la Suède, là, à part Boumedienne, je vois pas personne en première ronde. Là. Rapidement comme ça. Victor Eklund, je pense que Ouais, tu vas probablement ben, finir par le mettre en première ronde. Ouais. Mais dans les joueurs que tu as observés à date, oui, c'est ça. Non, c'est ça. Mais il y a aussi Hugo Allin, qui est quand même un bon nom de nom de famille. Là, H-A-L-L-I-N. Il est physique, mais il est tout petit. C'est ça qui est étonnant. La Suède, il y a toujours un joueur là, à chaque année. Là, il y a une année, c'était genre Tim Ahlgren, genre, puis je pense qu'il n'a même pas été repêché. Là, il y a tout le temps un joueur en Suède que Olinka, à chaque fois qu'il touche la rondelle, c'est qui lui? Ah, c'est lui. C'est qui lui? Ah, c'est lui. Là, cette année, moi, c'était Arvid Drott. À chaque fois qu'il faisait des beaux flashs, honnêtement, là, en récupération de rondelles, offensivement, je l'ai trouvé efficace et tout. Mais, tu sais, après moi, il serait pas repêché, puis je serais pas surpris. Là, à chaque année, il y en a un de même. À chaque année, il y a un joueur que je vois sa patinoire faire de très bonnes choses, puis ça me ramène tout le temps à lui. Mais c'est ça. C'est pour ça que c'est tough de. Tu peux pas te fier sur un tournoi parce que, tu sais, Arvid Drott, là, je l'ai pas regardé dans sa saison cette année, mais s'il n'est pas plus bon que ça puis que je prends pas le temps de le revoir, je vais rester sur mon impression du link-up puis je vais me dire, hey, c'est un joueur de deuxième ronde, mais il sera peut-être même pas pêché. S'il y a 2 points à 12 matchs, tu n'iras pas le regarder pour rien. Non, comme... mais c'est ça. Il manquait quand même, mettons, je sais pas si c'est des late ou whatever, mais c'est Victor Eklund, après ça, Anton Frondel, il y a comme le défenseur, je pense que c'est Karl Anborn, mais whatever. Là, lui, il n'y a pas nécessairement un début, c'est un défenseur, il n'y a pas nécessairement un début de saison incroyable niveau statistique, mais ça demeure quand même quelqu'un qui était projeté dans les 2 premières rondes dans l'année passée. Est-ce que ça va être ça cette année? Je sais pas. Il va falloir que je le regarde. Là, mais il a un bon gabarit, puis il a déjà été quelqu'un un peu plus offensif. Là. Mais il manquait quand même des noms intéressants, mais c'est clair que là, j'apprécie la profondeur, mais tout va jouer sur la glace. Évidemment. Dernier petit point, Pascal, pour le Lenka. Et c'est l'apport des joueurs 2026-2027. Oui. Puis je pense que j'en ai parlé dans le podcast. Je l'ai écrit sur mon compte Twitter. Moi, les joueurs qui m'ont tombé dans l'œil dans ce tournoi-là, c'était tous des joueurs qui n'étaient pas pour 2025. Puis je te dis, tu sais, je prenais malheureusement pas toujours la peine d'aller voir les fiches Elite Prospect. Tu sais, je regardais le match, j'avais mes numéros de notés sur une feuille. Puis ces joueurs-là ressortaient. Puis là, j'allais voir le numéro, puis là, je vais me prendre le numéro en note. Fait que là, je commençais à écrire mes notes et tout ça, puis après ça, je me rendais compte, ben là, Christy, c'est même pas des gars de cette année. Fait c'est arrivé très souvent dans le tournoi, honnêtement. Ivar Stenberg, on a parlé tantôt de cet attaquant-là suédois. Viggo Bjork aussi, au niveau de la Suède. Gavin McKenna, on ne reviendra pas sur lui, mais il y a aussi, pour 2027, Timothée Kazda. Fait que j'ai hâte d'en parler de celle-là. Mais commençons par les 2 joueurs de la Suède, Ivar Stenberg et Viggo Bjork. Honnêtement, c'est 2 joueurs, je pense, qui vont quand même assez lutter pour une place dans le top 5 directement là en 2026. Là. Oh ouais, ça, Bjork, il est rugueux, dans le fond. Il est excellent, un excellent joueur de hockey, le long des bandes et tout. Puis Stenberg, il est juste tellement menaçant. Sa façon de créer l'offensive est tellement efficace et dangereuse puis imprévisible. Meilleur que son frère. Parce que Otto Stenberg, on le trouvait prévisible avec son tir sur réception. Puis Ivar, c'est pas pareil. Là. Puis la meilleure version de Otto était tout le temps dans l'international. Puis la version de Ivar qu'on a là était meilleure que lui dans l'international. Fait que puis là, en début de saison, en ce moment, il est vraiment bon. Là. Exact, j'ai cru voir que Stenberg a un très bon début de saison. Fait que c'est prometteur pour le repêchage l'année prochaine. Oui. Non, c'est ça. Moi, j'ai trouvé qu'il a très bonne main. Il profite de l'espace qu'on lui donne. Un excellent tir aussi. Il profite des écrans. Il va chercher les écrans main à la place de s'en libérer.
Ouais, exact. Puis, tu sais, je trouve qu'il garde ses mains quand même assez rapides avant son release tu sais, avant de décocher le lancer, il n'y a pas de pause, là. Tu sais, des fois, tu as des joueurs qui vont manier la rondelle, puis là, ils vont avoir une pause, et là, ils vont tirer, ce qui devient un peu prévisible comme choix de lancer, mais Stenberg est capable de maintenir ses mains en mouvement et de décocher rapidement, fait que ça peut tromper clairement les défenseurs. Euh, je trouve qu'en récupération de rondelles, puis dans la zone défensive, il a une bonne approche. Il place son bâton de la bonne façon. Ça, c'était pas toujours quelque chose qu'on voyait chez son frère Otto Stenberg, là. Otto Stenberg, c'est un joueur plutôt unidimensionnel. Mais je trouve que Ivar a déjà des acquis au niveau de la zone défensive que pour son âge, je trouve ça intéressant quand même qu'il ait déjà ces acquis-là en défensive. Surtout pour un Européen. Là. Exact. Il y en a beaucoup des Européens qui sont bons sur 200 pieds, mais généralement, ceux qui créent de l'offensive ne le sont pas. Sauf les vraiment comme Fromdell, mettons. Mais lui, ça a l'air d'être quand même une force. Là, fait que, on se garde une note. Puis Viggo Bjork, moi, ce que je m'étais noté, c'est en tout point de ce que tu disais, là, un gars rugueux et capable d'être offensif, mais c'est le genre de gars qui panique pas avec la rondelle sous pression. Lui, il joue en power play, il jouait du côté droite là, pour imager auprès de ceux qui nous écoutent là, le même rôle similaire à Suzuki. Là. Fait que, il est côté inversé de son one-timer à droite sur le power play. Puis lui, ce qu'il fait, c'est qu'il rentre vers le centre pour prendre son tir. Puis il le fait vraiment bien. Puis quand la pression y arrive, puis que son espèce de banane est déjà entamée pour rentrer vers l'enclave et prendre son tir, ben, il va venir se positionner le long de la rampe en gardant la rondelle loin du couvreur. Puis il va rechecker son option, il va renvoyer à la pointe et tout. Fait puis il n'y a pas de panique quand la pression arrive. Fait que ça, c'est une belle maturité à avoir quand même avec la rondelle. Fait que c'est quand même un joueur intéressant à suivre pour. Sa production, c'est 2 passes en 5 matchs. Là. Mais c'est l'utilisation, c'est pas nécessairement c'est pas son rôle nécessairement de créer de l'offensive, mais tu voyais qu'il y avait quand même, pour être un gars plus jeune, avait quand même de l'avance sur son développement beaucoup. Puis tu vois le plafond qui est quand même assez intéressant. Il reste à savoir ça va être quoi cette année. Repêchage 2027. Timothy Kazda. Parlons de Timothy Kazda. Pascal, qu'est-ce que tu peux nous dire de cet espoir-là? Puis je vais renchérir par après parce que moi, c'est potentiellement mon joueur préféré de ce tournoi-là. Qu'est-ce que je peux dire? Moi, j'ai vu que quand est-ce qu'il était éligible et je m'en suis foutu. C'est pas quelqu'un que j'ai eu des grosses notes dessus. Peut-être que j'en ai eu des notes, mais que je m'en souviens juste pas, là. Mais je vais te laisser la parole, mon cher ami. Ben, Timothy Kazda, premièrement, je vais m'avancer, mais je pense que c'est la prochaine vedette slovaque après Juraj Slavkovski. C'est pas un joueur qui a tout cassé au Linka. Non. Il n'a pas dominé incroyablement, mais il a quand même joué au Linka 2 ans avant que Slavkovski puisse jouer au Linka. Il est très d'avance. Kazda, dans son âge, dans sa progression d'âge, il est d'avance avec Slavkovski en tout point. C'est un gars qui est assez rugueux. Honnêtement, je l'ai vu donner quelques mises en échec. Je l'ai vu aussi batailler pour la rondelle. C'est un gars qui a une belle mobilité. Il a des bons atouts offensifs. Mais tu vois que c'est un gars qui joue sa saison il y a 15 ans, dans le fond. Oui, il y a eu 15 ans. Il va avoir 16 le 4 octobre. C'est ça. Fait qu'il joue sa saison de 15-16 ans. Puis tu voyais contre le Canada que là, ça commençait à aller un petit peu vite là, pour lui. Là. Des erreurs, exemple, d'anticipation. Quand que la pression arrivait vite, il y avait de la difficulté à conserver la rondelle. Je pense qu'à 15 ans, ça peut être pardonnable au Linka. Là. Oui. Mais c'est un gars qui travaille très bien devant le filet, possède un très bon tir et tout. Puis là, quand on regarde les statistiques, je veux pas y aller d'une finalité dans son cas parce qu'il y a encore beaucoup de hockey à jouer avant d'avancer ça. Slavkovski, c'est un choix numéro 1. Fait que je suis pas en train de dire que Timothy Kazda va être le choix numéro 1 2027.
Mais âge pour âge, statistiquement parlant, Kazda détruit Slavkovski. Premièrement, il a joué au Linka, ce que Slavkovski n'a pas fait à 15 ans. Dans les tournois internationaux, souvent quand on regarde sur Elite Prospect, les stats, là, c'est très impressionnant quand on regarde international. Nous autres, sur Sports Contract, on est capable d'aller voir sur notre plateforme c'est quoi ces matchs-là. Puis c'est souvent des matchs friendly matchs, dans le fond, des matchs hors concours contre l'Ukraine, puis contre des divisions 2, dans le fond. Mais tu sais, ça a été ça pour Kazda, puis ça a été ça pour Slavkovski. J'ai fait l'exemple, puis âge pour âge, Kazda a probablement le triple de la production à Slavkovski, là, à l'international. Mesure 6 pieds aussi, il est plus petit que Slavkovski, mais quand même. Mesure 6 pieds déjà à 15 ans. On peut penser qu'il va atteindre le 6 pieds 2 peut-être, là, dépendamment. Je me suis noté, là, parce que j'étais en train d'écrire un texte tranquillement, pas vite, sur lui. Je pense qu'il était 5 pieds 7 en 2022. À peu près. J'étais allé voir des feuilles de pointage. Parce que lui, il se développe aux États-Unis. Dans le fond, il est dans le programme scolaire des États-Unis. Contrairement à Slav qui s'est développé en Slovaquie. Puis j'étais allé voir des... Comment? Et enfant à 14 ans, il était allé en Finlande. Et en Finlande, oui. Et en Finlande. Mais c'est ça, tu sais... J'étais allé voir des feuilles de pointage de Kazda en 2022, puis il mesurait 5 pieds 7. Fait que, il n'a pas grandi là, d'une shot. Fait qu'on peut penser qu'il y a peut-être encore quelques pouces qui vont ajouter à son gabarit. Mm-hmm. Mais au niveau production, il est âge pour âge, là, vraiment. J'ai observé les tranches de 13-14, 14-15, puis là, on va voir avec 15-16, là, mais dans les tranches d'âge, au niveau de la Slovaquie et à l'international, Kazda a produit plus que tous les Slovaques qui ont été repêchés haut dans les derniers repêchages. Donc, Mechar, Slavkovski, Dvorsky et tout. Fait que ça va être très intéressant à suivre. Honnêtement, lui, il a été repêché en 3e ronde par le Steel de Chicago. Fait que, propriété du Steel, qui est une bonne organisation pour développer des joueurs. Je pense pas qu'il va jouer cette année. Il a l'air listé pour jouer encore dans les prep schools aux États-Unis. Mais je vais garder un œil sur lui parce que honnêtement, je pense quand même qu'il a le potentiel d'être la prochaine star slovaque du côté la Slovaquie. OK. Ben, on va regarder ça à l'œil. Moi, c'est sûrement la vedette suédoise de l'année passée. Elle a fait son premier but en SHL aussi cette année. Aujourd'hui. Non, Oscar Violette. Ah! On peut passer au prochain bloc. Ah, c'est ça. Charles qui nous pose une question en commentaire. Charles Caron qui nous demande avez-vous une opinion sur Kurban Limatov? Oui. Ben, vas-y, Pascal, si t'en as une. T'sais, moi, j'en ai pas, mais je sais qu'on a eu une demande de Game Report pour lui. Fait que, oui. Puis je pense même que c'est Charles qui nous a posé, qui nous a demandé ce Game Report-là. Bref. Mais tu sais, tous les espoirs qu'on n'a pas parlé aujourd'hui, ça va venir. On parlait du Linka aujourd'hui, mais on commence tranquillement. Les saisons commencent, fait que notre scouting commence aussi. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'espoir qu'on va rajouter dans les prochains épisodes. Ouais, c'est un défenseur russe dans le programme, justement, du Dynamo de Moscou, si je me souviens bien. Oui, l'équipement bleu. L'année passée, on voyait plus comme un gars défensif. C'est un gros défenseur. Quand même pas une mauvaise mobilité. L'aspect défensif est assez bon pour son âge. Puis cette année, il y a eu un match vraiment, vraiment productif. Mais la production est là en ce moment. Fait que c'est vraiment intéressant à voir. Puis il s'insère un peu dans ce qu'on parlait tantôt. Juste avant qu'on parle, que je parle de Carter Amico, après ça, Artyom Vilchinski. Juste avant, je m'étais fait une liste dans ma tête qui comprenait Kurban Limitov, mais j'étais comme, c'est quoi son nom? Mais je m'en souviens plus. Bref. Oui, il est dans la catégorie des gars en Russie, dans le fond, les gros défenseurs en Russie qu'il faut garder à l'œil, parce que là, en plus, offensivement parlant, il y a de l'air à produire. Donc, je m'étais prévu à regarder ces matchs demain, en après-midi, pour pouvoir faire le Game Report.
et pour pouvoir faire un texte éventuellement, probablement aussi. Là. Fait que est-ce que je peux te faire un profil là? Non. Mais ça va venir très bientôt dans un écouteur près de chez vous. Donc, je ne vais pas C'est parfait. Tu t'occuperas du Game Report parce que Charles, il nous confirme que c'est lui qui en a demandé un. Fait que tu t'en occuperas, mon Pascal. Parfait, Charles. Mais oui, c'est il était prometteur pour l'année passée. J'ai quand même assez apprécié ce que j'ai vu avant de faire mon top 32 de l'été. Il n'a pas fait la cote parce que l'aspect défensif, oui, mais je trouvais que c'était un peu pauvre. Mais là, si l'aspect offensif est là, tant mieux. Puis il était quand même projeté pas loin de la première ronde par beaucoup de monde. Fait que il est là, il est dans la conversation. Je conclus le volet Linka avec une question de Charles Damien qui, parce qu'on parlait du repêchage 2027, mais qui demande on the fly, choix numéro 1 2027, qui a plus de chance entre London Dupont et Timothy Casda. Tu sais, il est très tôt, Charles. Je m'avancerai pas, c'est sûr. Tu sais, Casda peut se développer en un choix de 4e ronde. Tu sais, c'est tellement tôt. Il y a vraiment beaucoup de hockey à jouer encore. Puis London Dupont, je l'ai regardé l'année passée pour en faire un profil quand il a été nommé joueur exceptionnel. J'ai pas regardé encore ses matchs cette année. Fait que il y a beaucoup de... On parlait du body of work tantôt. C'est l'ensemble de l'évaluation menant à l'année repêchage qui fait que est-ce que ce gars-là mérite d'être premier ou non. Moi, je pense que Timothy Casda, il est en avance sur son âge, mais est-ce que ça lui procure immédiatement le choix numéro 1, l'étiquette du choix numéro 1? Vraiment pas. Je connais peut-être 3 gars de 2027 du repêchage pour l'instant. Là. Fait que je peux pas dire c'est qui a plus de chance. C'est très d'avance, mais pour des espoirs à surveiller, Casda, moi, je vais le surveiller, puis si finalement, il arrive avec le style de Chicago, puis il n'est même pas point per game à son année avant le repêchage, puis à son année repêchage, ben je vais abandonner, puis that's it, ça aura mal viré. Mais présentement, il est sur une courbe intéressante à surveiller pour ce draft-là, tout comme London Dupont, que c'est un défenseur qui a eu le statut de joueur exceptionnel. Fait que ça aussi, ça va être à suivre parce que Dupont est aussi en avance sur son âge. Rendu là, ça va être comment qu'il va se développer à travers tout ça. C'est très tôt pour s'avancer. J'ai écouté une partie de son match, d'un de ses matchs. Là, il me semble qu'il y a 2 ou 3 matchs de jouer. Puis il y a de la vétéran sur la glace, là, Dupont. Là. Il est vraiment sur la coche. Là, fait que numéro 1 2027. Merci Pascal d'avoir répondu à la question. J'en connais pas beaucoup de 2027 non plus. J'ai plus tendance à me prendre des notes sur les repêchages passés pour faire mon top 50, puis quelques-uns sur... En fait, c'est des notes mentales, c'est pas nécessairement sur papier. Là, sur le prochain repêchage pour faire justement un top d'été. Mais je peux pas... 2027, ça demeure vraiment loin. Là. Je peux pas vraiment te dire s'il est premier. Mais il est bon. Dans les commentaires, ça parlait aussi de Maddox Dagenet. Fait que c'est ça. Il est tôt. Il est très tôt pour s'avancer sur toutes ces belles choses-là. Fait que ça nous fait du contenu à parler, Pascal, pour les prochaines années. C'est merveilleux. Dagenet, il est en 2026, par exemple. Faut pas mélanger avec Dupont et Casda, mais... Non, il y a Jaden Plouffe aussi, des Sags, qui est probablement 2026 ou 2027. Là. Pas regarder. C'est juste son nom qui est... Plouffe. Qui est solide. C'est ça. Alright, donc c'est ce qui met fin au bloc du Linka Gretzky. Tournoi toujours prisé pour les observateurs d'espoir parce que ça met la table pour le repêchage 2025. Donc, on a quand même fait un petit tour d'horizon des espoirs à surveiller pour 2025. On a parlé de quelques espoirs 2026 et 2027 également. Comme je vous disais, il y a plusieurs épisodes qui vont sortir pendant la saison sur les autres espoirs qu'on n'a pas abordés durant cet épisode-là.